et tous et merci de vous être déplacés en ce 11 novembre. Ça fait 105 ans, pile 105 ans pile qu'a été signé l'armistice franco-allemand, ce qui ne signifiait pas d'ailleurs la fin de la guerre, on ne répétera jamais assez, mais la guerre elle continue en Europe pendant ce temps-là. Donc merci d'être présents et merci surtout à la compagnie Joli Môme de nous recevoir ici, de nous accueillir dans le théâtre de la Belle Étoile. Je pense qu'on peut les remercier chaleureusement parce qu'en plus... En plus de cela, la situation est difficile à l'heure actuelle pour la compagnie. Mais je vais laisser Michel peut-être en dire quelques mots parce qu'il faut savoir que la compagnie Joli Môme, ça fait 40 ans qu'elle existe. Ça fait près de 20 ans qu'elle est dans ce théâtre maintenant, avec des représentations que nous vous invitons à voir également. Là aussi, certainement, Michel le dira mieux que moi. Mais je lui cède tout de suite la parole pour qu'il puisse un peu vous dire ce qu'il en est à propos de la situation du théâtre et donc de la compagnie à l'heure actuelle. Bien, bonjour à tous. Là, vous profitez bien de ces moments, parce que je pense que dans l'avenir, vous ne pourrez plus venir ici vous réunir. C'est probable, c'est fort probable. Nous avons une nouvelle municipalité depuis 3 ans. Nous savions, il s'attaque à beaucoup de choses qui viennent de municipalités précédentes, qui étaient communistes depuis pratiquement toujours. Et ils savent que nous étions un bastion un peu clair et net, affiché. D'ailleurs, ça a été le discours de Monsieur le maire, quand il a dit le cœur du problème entre nous est politique. Et à rajouter, vous avez organisé une soirée solidarité avec Gaza, là vous êtes carrément hors des clous. Bien, nous n'avons pas de surprise. Nous savions qu'à un moment donné, il y aurait un affrontement entre nous. Nous allons essayer d'être dignes de notre réputation en faisant le plus de bruit possible par rapport à ce diktat du nouveau maire qui veut absolument pas qu'un lieu comme celui-ci soit autre chose qu'un lieu de spectacle. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire ce qu'on veut, mais si on chante ou si on fait du théâtre. Les conférences, les réunions, les solidarités, ça ne fait pas partie de son optique. Nous a-t-il dit, par exemple, pour une soirée solidarité avec Gaza, il fallait demander l'autorisation à la mairie et avoir la bourse du travail, par exemple. Il aurait donné, on en est sûr, il aurait donné l'autorisation pour une soirée en solidarité avec Gaza, on en est convaincu. Bien, donc il y a une pétition, vous savez tous, je crois, il y a une pétition qu'il faut signer et faire signer. C'est important parce que vous savez, il a été élu avec 4600 voix au premier tour sur une ville de 110 000 habitants. Au deuxième tour, 8006, je crois. Il a récupéré un peu au deuxième tour. Alors sachant quand même, je ne sais pas où il a récupéré ces voix-là, parce que la droite et l'extrême droite n'avaient pas présenté de candidat. La position de la droite, et particulièrement de l'extrême droite à Saint-Denis, c'est quand on doit lutter contre le communisme, on ne regarde pas si le chirurgien, non, contre le cancer, on ne regarde pas si le chirurgien est socialiste. Et son autre déclaration, parce que c'était quelqu'un de très raffiné, face au sida communiste, mieux vaut la chaude pisse socialiste. Donc voilà, ils sont magnifiques. Ils sont très peu, mais peut-être qu'ils ont plus d'influence qu'on ne le pense. Voilà, et donc il a été élu. Donc ce monsieur, chaude pisse, pardon, disons pas ça, il a été élu. Pas bien de ma part. Il a un mérite. Il est honnête. Il ose tout. Il a annoncé donc qu'il va se débarrasser certainement de nous. Il n'a pas dit qu'il se débarrasserait de nous, hein, mais on a bien compris quand même, on n'est pas des abrutis. Parce que le cœur de l'affaire est politique. Voilà, donc nous allons le faire savoir certainement par la suite.
On n'a pas la réponse encore, hein. Donc, si vraiment on reste ici, c'est qu'il n'a rien trouvé d'autre. Mais je pense qu'il a déjà trouvé, et bien avant de faire l'appel d'offres, tu sais, s'il y a un appel d'offres régulier, ça c'est légal, hein, pour tous les 4 ans de convention que nous avons ici. Je pense qu'il avait déjà une idée préalable de qui il avait envie de mettre ici. Ce ne sera pas du tout la même ambiance, ce sera autre chose. Et nous vivrons notre vie ailleurs. Voilà. En attendant, vous pouvez nous aider beaucoup en étant présents à nos prochaines représentations du spectacle qui s'appelle Révélation, où les comédiens révèlent comment ils ont pris conscience politique les uns les autres, les comédiennes et les comédiens. Ils racontent leur histoire. Et aussi sur le grand événement qu'on va présenter mi-décembre, qui s'appelle Hypernova. Hypernova, il y aura plein de spectacles, des troupes amies, des troupes frères qui viendront jouer, troupes sœurs, qui viendront jouer ici, et des intellectuels, des politiques. Vous pourrez mettre une table aussi, j'espère qu'on aura suffisamment de place. Il faut qu'il y ait énormément de monde et que ça déborde, parce que ça sera certainement, probablement, à moins d'un miracle, je ne sais pourquoi, qui pourrait arriver, à moins d'un miracle, ça sera probablement le dernier événement que nous allons réaliser ici. Bien, donc, merci de votre soutien et puis bonne... Si vous voulez vous en souvenir, il y a des tracts et n'hésitez pas, je ne sais pas si Michel en a parlé, à signer la pétition. Oui, j'en ai parlé. Bien, voilà. Avec vous, les camarades. Ouais, c'est d'autant plus important qu'il faut rappeler que la compagnie Joli Môme, c'est aussi un spectacle estival chaque fin juillet à Saint-Amand-Roche-Chaville, un spectacle auquel d'ailleurs le pôle de Renaissance communiste en France notamment participe. Donc c'est tout un ensemble d'animations, ce sont des tas de pièces, on l'a dit, dont une qui va bientôt débuter dès le week-end prochain, sur 3 semaines. Pour le moment, et bon, effectivement, on espère que ça pourra durer, mais comme l'a dit Michel, vous voyez la difficulté, donc on vous invite véritablement à signer cette pétition de soutien, naturellement, et puis à vous rendre lorsqu'il y a des rassemblements, des AG, c'est généralement le vendredi en fin de journée, organisé ici justement, parce que c'est important aussi d'apporter ce soutien très concrètement. Et en tout cas, ce qui se passe là, c'est aussi la preuve d'une atmosphère qu'on peut clairement qualifier de belliciste. Et ce qui est quand même l'objet de la journée, c'est-à-dire être là pour porter un message de paix, de rassemblement, de résistance. Et de ce point de vue, merci à tous les contributeurs qui sont aujourd'hui présents pour participer à ce meeting, donc pour les 105 ans de l'armistice franco-allemand, qui en réalité, soyons clairs, est un prétexte par rapport à l'atmosphère générale qui est en train de s'enflammer littéralement un petit peu partout, de Cuba à la mer de Chine, en passant bien entendu par ce qui se passe à l'heure actuelle à Gaza, et pas seulement à Gaza, en Cisjordanie ou du côté de Jérusalem-Est. Et pour cela, merci à tous les intervenants. Donc je présente, même si vous en connaissez déjà un certain nombre, donc Fabienne Young, qui est représentante du Rassemblement communiste, que je vous demande donc d'applaudir. Pierre-Olivier Poyard, qui est représentant du Mouvement de la Paix. Gilliatt de Stark, qui est là en tant que représentant syndical CGT des transports. Georges Gastaud, représentant du pôle de Renaissance communiste en France, représentant national. Baptiste, j'ai un trou de mémoire, Poisson, c'est ça, parce qu'il y a Poisson et Poisson, Baptiste Poisson, qui est l'un des dirigeants de la jeunesse pour la Renaissance communiste en France, de la JRCF. Jihad Ouachil, militant et un des représentants du mouvement Droit et Solidarité.
Et puis, parce qu'elle vient d'arriver, on la salue, notre camarade aussi Victoire Beck de l'Association nationale des communistes. Et que nous invitons à venir aussi à la tribune, naturellement. Je signale également que Vincent Flamand, du Comité internationaliste pour la solidarité de classe, ne peut pas être présent, qu'il nous a envoyé un message dont je vous lirai l'essentiel de l'extrait. Je dis l'essentiel parce que les interventions vont se succéder, bien entendu. Je demanderai d'ailleurs aux représentants de chaque association de venir ici au pupitre pour prendre la parole. Bienvenue Victoire. Et je vais tout de suite demander d'ailleurs au camarade syndicaliste qui est à mes côtés, Gilliatt, de prendre le premier, d'intervenir le premier sur ce sujet de la paix qui, comme vous le voyez, est un sujet fondamental, tout simplement pour l'avenir du genre humain à l'heure actuelle. Merci Fadi. Bien, chers amis, chers camarades, tout d'abord moi aussi un merci à la troupe et au théâtre, Joli Môme, pour leur accueil. Nous allons le dire et le redire, la paix mondiale est plus que jamais menacée de part et d'autre du globe par des conflits qui ne cessent de s'embraser sans même que le précédent n'ait été terminé. S'il est bien des guerres dans ce monde, il en est pourtant plus que d'autres qui risquent de faire déraper l'humanité tout entière dans ce que l'état-major du Macronat appelle un conflit mondial de très haute intensité. Autrement dit, une troisième guerre mondiale potentiellement exterminatrice pour le genre humain. De l'Ukraine à la Palestine, jusqu'aux accrochages de plus en plus musclés en mer de Chine, ces guerres sont le fait de l'axe Union européenne-OTAN et de ses alliés et vassaux, aux prises avec la République populaire de Chine, la Fédération de Russie et l'ensemble des BRICS et de leurs alliés qui contestent la domination hégémonique du bloc euro-atlantique et du dollar sur le monde. Tout au long du XXe siècle, l'action des travailleurs et de la classe ouvrière, organisée dans leurs syndicats de combat et dans ce qui était alors leur parti communiste, aura permis de peser sur de nombreux conflits et sur la voix que pouvait porter la France à l'international. Contre l'occupation allemande et l'instauration du fascisme en France, ils ont été le fer de lance de la résistance, refusant que leur pays ne se déshonore dans des guerres perdues d'avance contre des peuples colonisés ou dans des guerres dont le seul bénéficiaire eût été l'oncle Sam, ou même que leurs propres enfants servent de chair à canon pour ces guerres. Ils ont mené manifestations, grèves et blocages contre l'exportation d'armes, de soldats, de matériel. Il faut dire que la voix de notre CGT était alors en phase avec ses positions historiquement internationalistes et pacifiques, et qu'elle ne tergiversait pas contre les fauteurs de guerre atlantistes. Il faut dire de même que le Parti communiste français d'alors dénonçait clairement l'insidie de construction européenne, ne remettait pas au calendrier grec la sortie de l'OTAN, et son premier secrétaire ne se promenait pas bras dessus, bras dessous, à longueur de semaine avec l'ensemble des forces les plus belliqueuses et xénophobes de notre pays. C'est donc, avant tout, à l'ensemble de mes camarades de la CGT, voire d'autres confédérations syndicales, et qui se réclament surtout du syndicalisme de classe, que je souhaite porter cette conclusion. Il est temps d'agir, il est temps de se retrouver. Nous sommes chaque jour un peu plus proches d'un nouveau conflit mondial. Pourtant, la force des travailleurs, bien organisée et orientée, n'est plus à démontrer et elle peut peser dans le combat de classe qui nous oppose au Macronat, à l'Union européenne et à l'OTAN. Alors allons-nous attendre patiemment que les bonnes conditions se présentent à nous, ou oserons-nous bousculer l'ordre des choses pour provoquer les conditions favorables à un large mouvement de classe et de masse dans ce pays pour la paix? Il en va ne serait-ce que d'un cessez-le-feu sur l'ensemble des théâtres de guerre qui risquent chaque jour de déraper et d'engager malgré nous notre pays. C'est l'appel que je fais à l'ensemble de mes camarades de la CGT qui, j'espère, se reconnaîtront bien. Merci à vous. Jaune, 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 la CES est jaune. Rouge, 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 la FSM est rouge.
Jaune, 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 la CES est jaune. Rouge, 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 la FSM est rouge. Merci beaucoup, Gilliatt. Et pour continuer donc au niveau des interventions, je fais désormais j'appelle Jihad à la tribune pour donc prendre la suite pour droit et solidarité. Merci beaucoup, Jihad, qu'on peut applaudir là aussi. Les conditions techniques sont telles que malgré le barrage qui se trouve sur la route, eh bien nous y arriverons toujours sur le chemin de la paix, même s'il est difficile comme vous pouvez le constater. Bonjour, vous m'entendez? Oui. D'accord, parfait. Donc moi j'interviens pour Droit Solidarité, donc une association dont je suis secrétaire national, qui est en fait une association de juristes et de non-juristes qui défend la promotion du droit et une démocratisation du droit, l'accès du droit au plus grand nombre. Entre autres du droit international, donc c'est plutôt sur ce terrain que je vais me placer. Alors, Droit Solidarité fait partie d'une association internationale qui s'appelle l'Association internationale des juristes démocrates, qui historiquement est très liée au mouvement communiste international. Donc, et qui du coup aussi développe des analyses sur les questions internationales, sur les questions de droit international. D'abord, il faut quand même avoir conscience que en droit international, surtout depuis les années 40, et la création de l'Organisation des Nations Unies, l'illégalité du recours à la force est considérée comme un principe fondamental du droit international. Ça vient essentiellement de la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies pose ce principe, parce qu'on parle de l'organisation, mais l'organisation a une charte. Et cette charte, en réalité, prime sur l'action de l'organisation, ou devrait la commander. On voit bien à quel point, justement, la chose est pour le moins mouvante, malheureusement. Alors, le principe en question, c'est surtout l'illégalité du recours à la force dans le règlement des différents entre États. On voit bien qu'on en est loin aujourd'hui. On voit bien qu'on en est loin sur un certain nombre de terrains qui donnent lieu à des affrontements et à des conflits armés très violents. Conflits armés qui, dans certains cas, sont de nature à dégénérer en guerre en guerre mondiale, tout simplement. Donc, l'un des problèmes auxquels on est confronté sur la sphère internationale, c'est ce que j'appelle, à titre personnel, par d'une analyse qui est quand même assez largement partagée, le campisme occidentaliste. Il y a une grande distorsion des principes internationaux qui est liée à, justement, cette forme de campisme que beaucoup chez nous, en France, ne veulent pas voir, parce que tout simplement, ils en sont eux-mêmes, ils n'en sont pas exempts. Donc, sur ce plan, par exemple, la manière dont dans nos médias est présentée la notion de communauté internationale pose quand même de nombreuses interrogations. C'est une vision campiste. C'est une vision campiste, justement, occidentaliste. On voit la communauté internationale, en fait, comme étant non pas la communauté de l'ensemble des États du monde, c'est-à-dire les pays membres de l'Organisation des Nations Unies, grosso modo, mais comme, finalement, une communauté limitée à une quarantaine, une cinquantaine d'États, tous occidentaux ou presque, c'est-à-dire, grosso modo, ce qu'était la Société des Nations avant les années 40, dans les années 20 et 30. Donc, c'est de nature à provoquer une distorsion aussi de la perception médiatique, mais ça c'est pas étonnant, mais surtout au niveau de des populations, des enjeux internationaux. Les enjeux internationaux sont vus selon un prisme orienté. Un prisme orienté selon justement des considérations campistes. Ensuite,
C'est la raison pour laquelle ça provoque, en dehors de la sphère occidentale, des réactions qui sont logiques. On a un certain nombre de pays, qui sont la majorité en réalité des pays du monde, qui demandent tout simplement à être entendus, écoutés, et puis à ce que, justement, les relations internationales soient régies, non pas par des rapports de force dans lesquels l'Occident affirme sa domination, est-ce qu'elle est aujourd'hui vraiment réelle en plus? On a le droit de se poser la question, et écrase les autres pays, si besoin, à coups de bombe. C'est l'aspiration qui a traversé donc les dernières décennies, avec différents avatars. Ça a pu être le mouvement des non-alignés, par exemple. Ça a pu être ensuite l'aspiration à plus de multilatéralisme qui s'est exprimée au moment de la guerre du Golfe. Enfin l'invasion de l'Irak des années 2000. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la polydiplomatie, c'est-à-dire la revendication d'un nombre important d'États à pouvoir avoir des relations avec non pas seulement l'Occident, mais avec plusieurs pays qui, par ailleurs, pourraient avoir des situations de conflictualité ou d'antagonisme sans qu'ils aient à souffrir d'avoir à choisir ou de se faire prendre littéralement, j'allais dire prendre en otage, mais c'est un peu ça, pour couper les relations avec tel ou tel pays. C'est ce qui a entraîné par exemple que beaucoup de pays de ce qu'on appelait il y a quelques décennies le tiers-monde refusent de s'aligner sur les sanctions occidentales contre la Russie dans son conflit, par rapport à son conflit avec l'Ukraine. Et ça, c'est quelque chose qui souvent n'est pas compris ou est mal compris par les Occidentaux, y compris les opinions publiques, et qu'il s'agit aussi d'essayer de faire comprendre et d'expliquer. Parce que aussi, il y a une impression de deux poids, deux mesures, tout simplement, sortie de la sphère occidentale. Comment est-ce qu'on peut expliquer la différence de traitement entre un certain nombre de sujets? Comment on peut expliquer la différence de traitement de la part des Occidentaux entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Palestine, par exemple? À quoi ça tient? Ça tient tout simplement au prisme occidentaliste, un parti pris. C'est comme ça, en tout cas, que c'est vu en dehors de la sphère occidentale, et en grande partie à raison, il faut bien le dire. C'est aussi, par exemple, chez nous, la différence de traitement plus favorable aux réfugiés ukrainiens. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas accueillir les réfugiés ukrainiens, c'est pas ça la question. Mais pourquoi est-ce que certains seraient traités de meilleure manière que d'autres? On peut se poser la question, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'ils sont européens, entre guillemets? Voilà. Beaucoup y voient en tout cas une forme de racisme qui n'est pas exprimée, enfin une forme de racisme inexprimée, et on peut les comprendre, entre autres dans certaines diasporas étrangères, africaines entre autres. Donc, ensuite, bon, pour finir, je vais quand même mettre le doigt sur une grande déviance du droit international, parce que je pense que c'est une déviance, celle de la notion d'intervention humanitaire. Je pense que c'est quelque chose qui distord fortement les relations internationales, sachant que, comme je l'ai déjà exprimé, le principe fondamental en droit international, c'est censé être justement le principe de non-intervention, l'illégalité de l'usage, ce principe de non-intervention des affaires étrangères d'un autre pays, et l'illégalité de l'usage de la force, en particulier, entre États. Ce n'est pas de déclencher des guerres à tout va, aux quatre coins du monde, sous des prétextes soi-disant humanitaires, parce qu'en général, c'est plus soi-disant humanitaire que réellement humanitaire. D'ailleurs, si on va aller jusqu'au bout du raisonnement, on est en train de se demander si la guerre de la Russie en Ukraine n'est pas une forme de guerre humanitaire. En tout cas, c'est la prétention de la Russie. C'est une prétention qui repose sur des arguments. Il faut
bien le reconnaître. Le problème, sur ce plan, n'est pas de dire c'est une guerre humanitaire, la Russie a raison. Je pense à titre personnel, et c'est une analyse qui est développée par la IJD, et sur laquelle je suis plutôt d'accord, qu'il faut proscrire la notion de guerre humanitaire, qui est un dévoiement du droit international. Donc, pour conclure, pour arriver justement à instaurer une paix mondiale, il faut arriver à faire sortir les populations occidentales du prisme politico-médiatique du campisme occidentaliste. Donc, le PRCF fait beaucoup d'efforts qui sont à souligner à cet effet. D'autres forces en font beaucoup moins, ou elles-mêmes sont dans ce prisme-là, malheureusement. Les événements actuels en Palestine sont de nature à provoquer aussi une espèce d'effet de choc peut-être au sein de certaines organisations. Il sera peut-être plus facile de commencer à discuter un peu plus sérieusement de ces sujets-là avec certaines organisations avec lesquelles il y avait jusque-là des antagonismes, mais sur lesquels il y a des choses qui se font dans le cadre, il y a des choses qui se font dans un cadre unitaire, y compris avec le PRCF, et ça, je m'en félicite à titre personnel. Aujourd'hui, en tout cas au moins sur le dossier palestinien, ça va permettre, je pense, d'arriver à remettre à plat un certain nombre de sujets, dont celui-là, pour arriver à une meilleure compréhension mutuelle, à la fois entre organisations de gauche en France, ou certaines organisations de gauche qui jusque-là étaient relativement antagonistes, et surtout, une compréhension mutuelle entre les peuples, que ce soit d'une manière générale, que entre les peuples issus de la sphère occidentale et ceux qui n'en sont pas issus. Sinon, là, dans la situation actuelle, aujourd'hui, si on part d'une analyse civilisationnelle, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a quand même une certaine valeur, on constate quand même que l'Occident est de facto en porte-à-faux avec l'essentiel du reste du monde. Et ça, c'est une situation qui en elle-même ne peut que aller vers l'exacerbation de conflits et d'antagonismes. Et c'est important ce qu'a dit Jihad lorsqu'il parle du camp occidentaliste, puisque nous voyons bien en ce moment ce qui est en train de se passer à Gaza. Et clairement, ce que nous souhaitons crier, c'est que Gaza massacré, Gaza exterminé, nous sommes tous des Palestiniens. Gaza massacré, Gaza exterminé, nous sommes tous des Palestiniens. Gaza massacré, Gaza exterminé, nous sommes tous des Palestiniens. Merci Gia. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Vincent Flamand du Comité internationaliste pour la solidarité de classe ne peut être présent, ce qui fait qu'il nous a demandé de lire son intervention qu'il a rédigée et que je vais vous lire donc sous les yeux. Voilà. Chers amis, chers camarades, après l'éclatement de l'URSS en 1991, les propagandistes impérialistes nous promettaient une nouvelle ère de paix. La disparition de l'ogre soviétique était en effet censée permettre aux puissances occidentales de mettre fin à la guerre froide, enfin la guerre froide dite ainsi, et d'écarter pour toujours les menaces de guerre chaude. Or, aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il n'en est strictement rien, puisque 2 incendies se déchaînent près de la poudrière nucléaire, à Gaza et en Ukraine. Et comment ne pas voir que l'immense responsabilité de ce déchaînement est imputable aux puissances impérialistes? Comment ne pas voir ce qui se passe d'abord à Gaza, où un nouvel embrasement a eu lieu depuis le 7 octobre dernier, et un embrasement qui se solde littéralement par une opération qualifiée de nettoyage ethnique à minima dans la bande de Gaza. Sur ce qui se passe en territoire palestinien,
Eh bien, il faut avoir en tête que, incontestablement, la France, malheureusement, s'est alignée dans cette affaire sur Washington et sur Tel Aviv. Elle s'est alignée depuis Nicolas Sarkozy et depuis que la France a rejoint le commandement militaire de l'OTAN qui avait été quitté en 1966 par le général de Gaulle, rompant cela avec la tradition gaulliste depuis avril 2009. Et ce qu'il faut signaler, c'est ça qui est important, c'est que depuis Nicolas Sarkozy, l'ensemble des gouvernements se sont alignés sur Washington et Tel Aviv. Et ce ne sont pas Emmanuel Macron et Yael Braun-Pivet qui appellent à un soutien inconditionnel envers l'État d'Israël qui diront le contraire. Nous voyons d'ailleurs les résultats de ce soutien inconditionnel aujourd'hui, puisque dorénavant, dans des manifestations qui ont lieu comme en Tunisie, au-delà de la politique criminelle de l'État israélien, c'est également la France, au moins son gouvernement, qui est visé par la colère légitime des populations en Tunisie et ailleurs. Gaza, bien entendu, mais aussi l'Ukraine, car l'évolution catastrophique de la situation en Ukraine montre elle aussi que tout ce que le monde a perdu avec la fin du camp socialiste. Le comité Honecker, aujourd'hui comité internationaliste pour la solidarité de classe, a alerté dès le début des années 1990 sur la nazification de ce pays, qui accompagne les menées impérialistes de type pseudo-révolution orange ou Euromaïdan. Notons au passage que les antisémites fanatiques au pouvoir à Kiev soutiennent eux aussi Israël à l'heure actuelle, qui le leur rend bien, comme quoi l'impérialisme sait faire la part des choses quand il s'agit de soutenir des régimes à la politique criminelle. Et il faut d'ailleurs ajouter que pour celles et ceux qui doutent encore de la structure ouvertement pro-nazie du régime de Kiev, il faut ajouter que fin septembre dernier, au Parlement canadien, un dénommé Yaroslav Hunka, vétéran de la guerre de 98 ans, présenté comme un héros ukrainien, était acclamé par le Parlement canadien pour avoir combattu contre la Russie. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas à 98 ans qu'il a combattu, mais quand il était beaucoup plus jeune et qu'il était membre de la Waffen-SS Galicie à partir de 1941. Eh bien, face à cela, la Russie de Vladimir Poutine, gravement menacée par l'OTAN à travers le gouvernement néofasciste de Kiev, a décidé de réagir une première fois en 2014 à travers l'annexion de la Crimée sans coup de feu, pour empêcher les impérialistes de s'emparer de sa base navale de Sébastopol. Et puis en février 2022 a eu lieu cette intervention. Une intervention qui finalement a porté un front et un coup important à l'extension menaçante des forces impérialistes et de l'OTAN depuis les années 90, même s'il faut le signaler, Vladimir Poutine a accusé Lénine et les bolcheviks d'être responsables de la situation. Et ce faisant, en disant ceci, il a permis de se comporter comme une boussole qui indique le Sud, puisque cela nous rappelle plus que jamais la nécessité pour freiner la guerre, de construire un camp socialiste, internationaliste, anti-impérialiste, antifasciste, qui milite pour la paix et qui respecte la souveraineté des nations. C'est ce qu'était l'Union soviétique et ses alliés, en dépit de leurs défauts, et c'est ce à quoi nous devons toutes et tous, en tant que militants internationalistes antifascistes, œuvrer chaque jour pour que vive la paix et vive l'internationalisme prolétarien. À bas le capital et l'impérialisme, fauteur de guerre mondiale et de fascisme. À bas le capital et l'impérialisme, fauteur de guerre mondiale et de fascisme. À bas le capital et l'impérialisme, fauteur de guerre mondiale et de fascisme. Le combat contre le fascisme, contre l'impérialisme, il est également mené par les partenaires communistes, les différents partenaires communistes, et j'appelle tout de suite à la tribune Fabienne Young, représentant donc du Rassemblement communiste, en la remerciant encore pour avoir fait le déplacement depuis le nord de la France.
camarades, le Rassemblement communiste remercie le PRCF pour la tenue de cette importante initiative et pour l'occasion qui nous est donnée de lancer un appel à la mobilisation pour la paix, c'est-à-dire en fait un appel à la construction en France d'un front anti-impérialiste et anti-guerre, car il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de paix véritable sans lutte contre l'impérialisme et ses guerres, hier en Russie soviétique ou en Algérie, aujourd'hui en Ukraine ou en Palestine. L'armistice du 11 novembre de 1918, c'est-à-dire le cessez-le-feu du 11 novembre, pour employer un terme plus contemporain, a été suivi en 1919 par le traité de Versailles, frauduleusement appelé le traité de paix, alors qu'il n'est que du brigandage impérialiste du vainqueur sur le vaincu. Les colonies allemandes d'Afrique passent ainsi, par exemple, aux mains des puissances coloniales rivales. Les bolcheviks, eux, à l'inverse, réaliseront la véritable paix entre les peuples en déclenchant la grande révolution socialiste d'octobre, qui se fit sous les slogans « La paix, le pain et la terre ». La paix immédiate se faisait au bénéfice des peuples russes et allemands contre l'immonde boucherie qui ne leur apportait depuis 1914 que mort et misère. Ensuite, face à l'invasion de 14 armées étrangères, l'armée rouge résista avec courage et abnégation pour sauvegarder la révolution et imposer aux vautours la paix qui seule permettait d'engager la construction du socialisme. En Afrique aujourd'hui, les peuples se lèvent contre la tutelle française. Mali, Burkina Faso, Niger. Ces trois États ont même scellé une alliance en septembre de cette année, l'Alliance des États du Sahel, AES, pour assurer la défense collective et l'assistance mutuelle contre toute intervention étrangère impérialiste et contre les djihadistes qui ont essaimé dans la sous-région depuis la destruction de la Libye en 2011, suite à l'intervention impérialiste otanienne et française en particulier. Il n'y aura pas de paix sans respect de la souveraineté nationale des peuples d'Afrique. En Ukraine, l'OTAN, en particulier les États-Unis d'Amérique qui sont à la manœuvre, mène depuis 2014 au moins une guerre de position pour faire reculer la Russie et poursuivre son avancée vers l'Est, entamée dès la chute de l'URSS. La Russie a vu s'installer sous son nez de nouvelles bases militaires et en 1999 et 2004, de nouveaux membres ont intégré l'OTAN, tous anciens alliés du pacte de Varsovie, voire ex-république soviétique. L'opération alliée contre la Serbie en 1999, sans mandat de l'ONU, et le traitement réservé au Kosovo ont montré à la Russie que tôt ou tard, ils allaient devoir réagir, ce que disait déjà clairement Poutine au sommet de Munich en 2007. Nous y sommes depuis février 2022. La Fédération de Russie a fini par dire stop. La guerre n'est ici que la réponse à l'agressivité occidentale impérialiste qui est le problème à traiter pour déboucher enfin sur une paix qui ne soit pas une Pax Americana, mais une paix juste, qui tienne compte des impératifs de sécurité de la Russie, mais aussi du respect des populations russophones qui résistent à l'acculturation chauviniste ukrainienne. Bien sûr, c'est aussi au Proche-Orient que les menées de l'impérialisme occidental et de son pion avancé Israël doivent être combattues. Le peuple palestinien a été spolié de sa terre. Il en a été chassé par un long processus qui a commencé avec la déclaration Balfour de 1917 et s'est accéléré avec la Nakba de 1948, puis 1967, puis les accords d'Oslo, qui vont conduire à la bantoustanisation de la Palestine. Aujourd'hui, le siège de Gaza, les massacres de masse et les expulsions sont une nouvelle étape dans ce plan de purification nationaliste mis en œuvre par les sionistes. Face à l'urgence, plus de 11 000 morts à Gaza en un mois. Il y a sans doute nécessité de continuer à réclamer un cessez-le-feu immédiat. Mais au-delà, c'est la paix que nous réclamons.
Et il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de justice. Ce qui signifie la fin de l'occupation, la fin de la colonisation, le respect du droit à l'autodétermination du peuple palestinien sur sa terre et le droit au retour pour tous les expulsés. Occuper est un crime, résister est un droit. Comme le rappelait Nelson Mandela, qui connut le développement séparé qu'on nomme apartheid, c'est toujours l'oppresseur et non l'opprimé qui détermine la forme de lutte. Les travailleurs et les peuples aspirent à la paix, mais ils ne tombent pas dans le piège du pacifisme béant qui tend l'autre joue quand on se fait gifler. La résistance est un passage obligé pour bâtir un monde meilleur. Avec les camarades de l'ANC, avec les camarades du PRCF, le Rassemblement communiste est engagé au sein de la plateforme mondiale anti-impérialiste, donnant-lui une réalité nationale ici en France, dans le combat anti-guerre impérialiste pour la solidarité avec les peuples en lutte. Et bien sûr, dans le combat fondamental contre le capitalisme lui-même, car c'est le système lui-même qui génère crise, misère, fascisation et guerre. Poursuivons le combat pour la reconstruction d'un parti communiste révolutionnaire, pour armer la classe ouvrière dans ses combats. Tous ensemble, bâtissons le front de la paix, c'est-à-dire le front de résistance anti-impérialiste, antifasciste et anti-guerre. Union, action des franchement communistes. 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 Merci beaucoup Fabienne pour ton intervention. Et nous allons continuer sur la lancée du franchement communisme en donnant la parole tout de suite, en cédant la parole aussi à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est en première ligne également du combat pour la paix, du combat pas seulement pour la paix bien sûr, contre la fascisation qui détruit également les conditions de vie matérielle, parce que c'est aussi ça qu'il faut voir. La guerre, c'est aussi la guerre contre les travailleurs au quotidien. Et c'est un représentant de la jeunesse pour la Renaissance communiste en France, Baptiste Poisson, qui va en parler certainement mieux que moi et à qui je cède tout de suite la parole. Merci Fadi. Camarades, amis de la paix et de l'humanité, les JRCF vous envoient à toutes et tous leur salut fraternel et humaniste. Nous profitons aussi de cette occasion pour lancer un appel, car ce 21e siècle est traversé par de multiples dangers sociaux, démocratiques, diplomatiques, militaires et écologiques, qui ne peuvent attendre le siècle suivant pour être réglés. Il est également significatif quant au rajeunissement global de la population mondiale. Nous, jeunes de toutes les nations du monde, n'aurons jamais été aussi nombreux sur Terre. Nous qui devrions avoir tout notre avenir devant nous, nous devons désormais d'affronter ces défis décisifs pour l'humanité et, avec nos aînés, de les résoudre enfin. Ces dangers, nous les analysons comme découlant de la contradiction principale de notre temps, celle entre le capital et le travail, et qui, chemin faisant, tend à se dénouer ici, à la faveur de la majorité mondiale exploitée et opprimée, ou là, à la faveur de la minorité exploiteuse et dominatrice de notre époque. Cette dernière, bien qu'elle puisse toujours exister ou tenter d'exister au sein même de pays qui ont pris les devants pour s'en débarrasser, est aujourd'hui principalement regroupée au sein du dangereux bloc impérialiste euro-atlantique de l'axe UE-OTAN, exploitant les travailleurs et écrasant leurs salaires comme jamais, piétinant la démocratie, mais aussi et surtout surarmé et nucléarisé. Ce bloc pousse sa logique impérialiste et prédatrice jusqu'au stade de l'exterminisme. Il menace la planète Terre et l'humanité d'une extinction précoce du vivant par un dérèglement climatique catastrophique ou par l'escalade nucléaire perpétuelle et l'utilisation interposée de l'arsenal nucléaire planétaire. Cette escalade guerrière causerait à très court terme et au-delà d'innombrables victimes prévisibles, mais aussi à un hiver nucléaire asphyxiant progressivement la végétation et le monde animal sans lesquels l'espèce humaine ne peut survivre.
Cette marche funeste à laquelle tend à nous condamner l'axe UE-OTAN s'accompagne d'une fascisation accélérée de nos sociétés, bâillonnant la liberté d'expression des opposants, bafouant une à une l'ensemble des libertés démocratiques, écrasant même les parlements bourgeois déjà à leurs bottes et menaçant de marginalisation la jeunesse qui, plus que quiconque, sent bien que son avenir est incertain. C'est pourquoi, à l'heure où les conflits régionaux se multiplient et tendent à se globaliser sous l'impulsion guerrière de l'UE-OTAN, et au moment même où l'ensemble des citoyens et des travailleurs exigent de pouvoir vivre correctement de leur travail dans un pays réellement démocratique, nous lançons cet appel. Nous voulons vivre. Et pour ce faire, nous vous tendons la main, jeunes de France et du monde, militants, syndicalistes, jeunes travailleurs et citoyens épris de paix, d'humanité, de progrès et d'avenir. Vous qui exécrez le sectarisme, vous qui n'avez pas peur de vous engager concrètement, que vous croyez en un Dieu ou que vous n'y croyez pas, et quelles que soient vos origines. Il n'y a aujourd'hui qu'une seule cause principale qui menace d'écourter nos vies, et celle de tous nos congénères, et ce sont les politiques prédatrices et exterministes de l'axe UE-OTAN. Il est urgent de nous organiser, de nous tourner tous ensemble et en même temps contre cette cause mortifère. Alors, à toutes celles et ceux qui, ici même ou demain, lors de la publication vidéo de ce discours, nous écoutez, mobilisez-vous, contactez-nous, venez à notre rencontre le plus rapidement possible et agissons en conséquence pour nos libertés, pour la paix et pour nos salaires, nos conditions de vie et de travail. Luttons pour la vie, luttons pour la paix, luttons pour le présent et l'avenir, et nous vaincrons. L'impérialisme, la chose la plus immonde. Le communisme est la jeunesse du monde. L'impérialisme, la chose la plus immonde. Le communisme est la jeunesse du monde. L'impérialisme, la chose la plus immonde. Le communisme est la jeunesse du monde. Et merci beaucoup à Baptiste qui est en plus jeune travailleur métallurgiste et qui donc est aussi engagé dans les luttes syndicales au sein de son entreprise et de manière fort pertinente et fort combative. Merci à toi Baptiste. Et effectivement, ce communisme jeunesse du monde, combatif pour la paix, contre cette guerre dont le spectre malheureusement général est de plus en plus important, eh bien il mobilise, on l'a dit, l'ensemble des forces franchement communistes, et c'est pour ça que j'appelle tout de suite à la tribune Victoire Beck de l'Association nationale des communistes pour pouvoir poursuivre sur la lancée donc, des interventions précédentes. Merci Victoire pour ta présence aujourd'hui. Et en plus, sa grande dextérité. Bonjour à tous. Alors déjà, excusez-moi, c'est Bruno Drewski qui devait intervenir, mais malheureusement, il est indisponible pour cause d'angine. Ce sont des choses qui arrivent, il s'en excuse. Du coup, ça a pour conséquence que, évidemment, je n'avais pas préparé d'intervention, donc c'est improvisation totale. Je ne reviendrai pas sur un certain nombre de choses qui ont déjà été dites par les camarades, notamment sur l'analyse de la situation en cours. On peut revenir uniquement sur quelques points qui sont qu'on est dans une situation extrêmement grave, avec des conflits réels extrêmement meurtriers. Une militarisation de l'économie qui a des conséquences, y compris sur nos luttes internes sociales, puisque finalement, aujourd'hui, on décide de mettre le paquet sur la fabrication d'armes et sur le complexe militaro-industriel, au détriment, évidemment, des droits des travailleurs et des droits sociaux de l'ensemble de la population. Les deux phénomènes ont une même cause, la crise de production, la crise de surproduction du capital, une crise de valorisation qui entraîne d'un côté la nécessité pour les pays du bloc impérialiste collectif de combattre les nouvelles puissances émergentes et les nouvelles alliances internationales qui remettent en cause l'hégémon, notamment états-unien, mais également européen et français, et d'autre part la nécessité du coup d'aller chercher le profit là où il est, c'est-à-dire dans le travail, dans les services publics et dans tout ce que la classe ouvrière de notre pays avait réussi à arracher par de longues luttes au cours du XXe siècle. À partir du moment où on a fait ce constat-là, on constate que finalement il y a peu de réactions
de la part des masses sur cette situation. Tout à l'heure, un camarade, je ne sais pas lequel, disait qu'il fallait qu'on réussisse à mettre en place un vaste mouvement de masse et de classe. Aujourd'hui, on voit bien que sur la question de la guerre, précisément, les masses ne sont pas au rendez-vous. Alors elles le sont sur la question de la Palestine, puisque la question de la Palestine aujourd'hui est tellement scandaleuse, si vous voulez, que même de manière émotionnelle, je pense que tout un tas de monde quand même se disent que là, ça va trop loin. Mais on a pu voir que finalement la guerre en Ukraine, qui a commencé il y a déjà longtemps, a suscité peu de réactions de la part des masses françaises. Plus généralement, y compris sur les attaques que nous subissons ici, et qui, je le répète, finalement sont le résultat d'une même cause, les réactions sont elles aussi finalement largement insuffisantes, malgré le vaste mouvement pour la réforme des retraites qui a été extrêmement combatif, que nous avons perdu du fait finalement de la situation internationale et de la situation du capital aujourd'hui, qui ne peut plus se permettre de nous laisser la moindre marge de manœuvre pour pouvoir acquérir des droits. Et il y a peu aussi de réactions autres que verbales finalement sur le processus d'autoritarisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de processus de fascisation que nous fait subir l'État français, que ce soit nous en tant que militants, mais y compris l'ensemble des classes populaires. Donc, depuis 1 an et demi, il y a peu de réactions sur cette question, c'est-à-dire finalement sur la question de la paix ou, pour me le dire, sur la question de la guerre et de toutes les conséquences que ça a en interne ou en externe sur les populations. Or, il semble que nous avons un rôle à jouer. Historiquement, on a toujours constaté que les masses n'étaient pas forcément les plus avant-gardistes et qu'il avait nécessité finalement un travail inlassable de toute une partie de la population, notamment de ceux qui se réclamaient du communisme, pour réussir à faire émerger des mots d'ordre et des revendications qui les poussent et les amènent, elles, à se soulever. Donc aujourd'hui, ça c'est notre travail, c'est notre rôle, et nous devons le poursuivre, nous le faisons déjà, mais nous devons le poursuivre. Mais pour pouvoir finalement jouer ce rôle comment dire, d'étoile tutélaire finalement de la classe ouvrière et de l'ensemble de la population contre la guerre et toutes ses conséquences internes et externes, il va falloir que, comme le disait un certain nombre de camarades qui sont ici présents, que nous prenions nos responsabilités, d'une part en termes de courage politique, c'est-à-dire avoir le courage politique d'affirmer haut et fort finalement nos positions et de médiatiser au maximum les analyses que nous faisons depuis de très nombreuses années sur la situation interne et externe, mais aussi nous en tant qu'organisation communiste et y compris bien au-delà du champ du spectre progressiste, que nous prenions nos responsabilités et que nous actions véritablement une union. Alors une union sous quelle forme? Moi j'aurais tendance à penser que tous ceux qui se réclament du communisme doivent entamer un processus de rapprochement progressif qui se fait sentir et dont la nécessité se fait sentir, éclatement des forces communistes, qui est aussi une des raisons finalement de notre faiblesse idéologique actuelle, mais également union sur une plateforme revendicative commune de toutes les forces progressistes dans un front commun antifasciste, anti-impérialiste et anticapitaliste, comme les proposaient les camarades du PRCF. Bon, une fois qu'on a dit ça, je pense que ça fait un bon moment quand même que la plupart de nos organisations prônent ce rapprochement, prônent la création de cette union. Ceci étant dit, on voit qu'on n'a pas beaucoup avancé. Et moi, ce qui m'intéresserait beaucoup aujourd'hui, c'est de dire, voilà, quelles modalités concrètes nous mettons en place pour que les bases de la création de ce front anti-impérialiste, anticapitaliste et anti-guerre finalement puissent avoir lieu. Et moi j'y vois plusieurs entraves qui sont une nette tendance encore aujourd'hui de toutes nos organisations, quelles qu'elles soient, à vouloir finalement insister sur la pureté analytique, la pureté de la théorie, et de ne pas vouloir, en fait, finalement, non pas faire des compromis, mais bien se dire qu'à un moment donné, tout seul, nous n'y arriverons pas, et que c'est pas une organisation de 15 personnes, une organisation de 30 personnes, une organisation de 50 personnes, comme ça, de manière isolée, qui fait les choses un peu de son côté, chacun, alors où on a des trucs où on a des milliards de trucs en même temps. Enfin, je veux dire, l'exemple d'aujourd'hui est quand même... je veux dire, aujourd'hui, il y avait, je sais pas, 4 meetings pour la paix qui étaient organisés en même temps. Et c'est pas finalement en favorisant cet éparpillement qu'on va y arriver. Donc moi l'appel que j'ai, c'est aujourd'hui, mettons en corrélation nos discours et nos actes.
Voilà, puisque finalement, cette absence de corrélation entre les discours et nos actes, entre nos appels à l'union et la réalisation effective de cette union sur une base revendicative, je veux dire, minimale. Il ne s'agit pas de nier les divergences d'analyse, les divergences stratégiques et tactiques réelles qui existent entre nos différentes organisations, mais de poser les bases concrètes d'une véritable union qui nous permette dans les semaines qui viennent, parce que l'urgence aujourd'hui, elle se fait sentir, elle était déjà, enfin, je veux dire, présente et on l'avait à l'esprit, mais avec la situation à Gaza, l'urgence devient de plus en plus manifeste, que dans les semaines qui viennent, on arrive à mettre de côté certaines de nos divergences qui, pour la création d'un véritable front antifasciste, anti-impérialiste et anticapitaliste, qu'on les mette de côté pour pouvoir le réaliser. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas et on le voit dans nos pratiques, y compris nous, hein, on va pas se mentir, on voit très bien qu'il y a encore des réticences qui ne sont pas assumées, mais qui sont mises en pratique et qui sont une véritable entrave et qui donc ne nous permettent pas, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, de jouer le rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire de l'avant-garde finalement du prolétariat. Merci Victoire. Et puisque d'ailleurs tu parlais du lien entre la question sociale et la guerre, hein, nous ne pouvons que rappeler que nous, ce que nous voulons, c'est l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. L'argent pour les pensions, pas pour les marchands de canons. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre. L'argent pour les pensions, pas pour les marchands de canons. Merci beaucoup Victoire. Et puisque tu parlais de ceci, effectivement de la nécessité d'une convergence d'action, hein, incontestablement dans le cadre donc d'un front antifasciste, un front anti-impérialiste, etc. Il est clair que nous avons toutes et tous le devoir et la nécessité d'agir dans ce sens et que dans le fond, nous espérons que nous aurons la possibilité dans les prochaines semaines de pouvoir y arriver progressivement, au moins dans l'unité d'action qui est indispensable incontestablement quand on voit l'opposition féroce qui nous est livrée. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure, ne serait-ce que pour la compagnie Joli Môme, simplement pour un théâtre, et vous avez pu voir à quel point la criminalisation du soutien au peuple palestinien avec la criminalisation du droit de manifester, de la liberté d'expression, a été importante, raison de plus pour œuvrer dans cette unité d'action incontestablement sur ces bases minimalistes là dont tu parlais tout à l'heure. Merci Victoire en tout cas pour ton intervention. Et puisque la paix, plus que jamais, est à l'ordre du jour aujourd'hui, qui de mieux pour en parler que le mouvement de la paix, justement, pour lequel est aujourd'hui présent Pierre-Olivier Poyart, et que je demande donc à présent de venir à la tribune en le remerciant d'avoir accepté l'invitation pour ce rassemblement. Oui, merci pour l'invitation. Donc, au titre du mouvement de la paix, effectivement, nous, quand on nous invite pour un meeting pour la paix, évidemment, on vient. C'est bien la moindre des choses. Que ce soit une organisation syndicale, politique ou associative, issue du mouvement ouvrier, c'est bien notre devoir ici d'être présent. Alors, je suis venu d'autant plus parce que ici c'est donc le théâtre de la compagnie Joli Môme, et donc je suis venu avec un petit cadeau pour la compagnie Joli Môme. Donc, on va lancer un communiqué de soutien national au niveau du mouvement de la paix. Solidarité avec la compagnie Joli Môme, menacée d'expulsion par la mairie de Saint-Denis, communiqué de soutien qu'on va lancer sur nos listes internet et autres dans nos comités. J'espère qu'on arrivera à vous soutenir au plus et au mieux qu'on peut. Voilà, on appelle à signer massivement la pétition de soutien, que tout le monde ici dans la salle a bien sûr déjà signé. Et puis on sera là aussi le 15, le 16 et le 17 décembre 2023 pour l'événement que vous organisez. C'est de la moindre des choses. Je vous le donnerai tout à l'heure. J'ai préparé un petit discours, mais vu la teneur de ce qui m'a précédé, je vais vous l'épargner. Surtout qu'il faisait 3 heures. Non, pas 3 heures. En fait, oui, donc l'essentiel a été dit. Par rapport à la situation internationale et tout ça, je peux totalement partager la majorité des choses qui ont été dites. Alors, le mouvement de la paix, c'est la première organisation pacifiste de France. On a à peu près 2500 adhérents.
Bon, je me permets de le préciser parce que dans les grands médias nationaux, télévision, radio, non, vous avez jamais vu une personne du mouvement de la paix invitée à un quelconque débat. Hein. C'est la guerre partout. On compte à peu près une cinquantaine de guerres à travers le monde, mais on ne voit jamais de représentants du mouvement de la paix pour parler de la paix dans un grand média. On a parfois des articles dans l'Humanité et encore, parfois on est coupé. Donc je voulais quand même dire ça au préalable parce que c'est vrai que la question aujourd'hui c'est organiser un mouvement de masse pour la paix, quelque chose qui peut sembler assez évident et simple, mais il n'y a rien, disons, en tout cas pour moi et pour une grande partie du mouvement de la paix aujourd'hui qui est plus révolutionnaire que la lutte pour la paix. La lutte pour la paix aujourd'hui c'est une lutte anticapitaliste, vous l'avez dit très très bien, c'est une lutte révolutionnaire. Et puis, donc c'est pour ça qu'elle est nécessaire. Alors, ce matin, on était donc avec nos partenaires de la libre pensée. En fait, au niveau du mouvement de la paix, on essaie depuis cette année d'élargir nos partenariats. Donc cette année, on a ouvert un partenariat avec la libre pensée, qui est une association en fait très très importante, une association de sœurs, avec laquelle on a organisé un certain nombre de choses cette année. On a très fiers de travailler avec eux. Donc on a manifesté devant le Café du Croissant pour ce 11 novembre à Paris. On était une vingtaine de personnes. Mais bon, c'est parfois le geste qui compte, pas forcément le nombre. Et en fait, en même temps, il y avait un forum qui est organisé par le gouvernement, le Forum pour la paix, qui est organisé par Macron et ses sbires, auquel était invité, je ne sais pas si vous avez écouté France Inter ce matin, le patron de Google. Donc, au niveau du mouvement de la paix, on n'est pas invité sur France Inter. Par contre, vous avez le patron de Google. Voilà. Et donc, qui nous expliquait à quel point il était pour la paix, qu'il allait construire la paix grâce à la technologie. Alors, j'ai pas compris comment, mais bon, c'est peut-être un peu trop compliqué pour moi. Et donc, ce forum, voilà, il reçoit des grands patrons, des chefs d'État, et puis des hauts fonctionnaires des Nations Unies. Et en fait, parce que les gens qui font la guerre sont pour la paix. Vous avez bien vu... bon, vous connaissez tous Michel Colomb, parce que la dernière fois que j'ai fait une action avec le mouvement, avec le PRCF, c'était suite à un débat avec Michel Colomb, qu'on a organisé le 13 mai cette année. Donc vous connaissez tous ce que c'est la propagande de guerre, je ne vais pas vous en parler plus que ça, mais ceux qui font la guerre pour la paix. Donc quand on arrive derrière, nous qui voulons faire la paix par des moyens pacifiques, c'était le titre d'un appel qu'on a signé, l'appel de Vienne, qui était pour le cessez-le-feu immédiat en Ukraine, des fois c'est difficile. Alors effectivement, nous au moment de la paix, on essaie de rassembler pour un cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des guerres, ce qui peut sembler évident, mais les guerres continuent. Notamment pour la question ukrainienne. Alors là quand même on peut se féliciter, c'est que pour la question ukrainienne, nous on était sur la ligne cessez-le-feu, arrêt des ventes d'armes, paix immédiate, négociation. Et donc pour la question ukrainienne on n'était pas suivi. Et puis là pour la question palestinienne, qui est une guerre ignoble, sauvage, menée par l'armée et le gouvernement israélien, comme vous l'avez ici bien dit, et bien là on voit que le slogan cessez-le-feu fleurit. La France Insoumise a sorti un autocollant cessez-le-feu immédiat. Alors on est très contents parce qu'ils reprennent nos mots d'ordre. Et donc c'est pour dire aussi que les choses peuvent avancer. Mais nous on aimerait qu'on soit nombreux pour manifester pour le cessez-le-feu en Palestine, mais aussi pour le cessez-le-feu en Ukraine. Parce que pour nous il n'y a pas de bonne guerre. Voilà, comme apparemment pour une partie de la gauche, je ne sais pas si je peux dire ça, pour une partie des organisations qui se revendiquent de la gauche, il y a des bonnes guerres. La guerre en Ukraine, c'est une bonne guerre pour eux. Hein. Ils nous expliquent que c'est une guerre d'indépendance, voilà, que le peuple ukrainien est en train de se dresser contre l'impérialisme russe, je ne sais pas quoi. Et puis il y a des mauvaises guerres, la guerre en Palestine, hein, contre lesquelles, là, il y a un mouvement plus large pour le cessez-le-feu. Ben, pour nous, c'est la même chose. Pour nous, il n'y a pas deux poids, deux mesures. On est autant pour lutter contre la guerre en Ukraine que contre la guerre en Palestine. Parce qu'en fait... avec ces guerres, il y a tout ce qui est politique de guerre et militarisation. Alors, comme vous suivez un peu ce que fait le mouvement de la paix, on s'est beaucoup mobilisé contre la loi de programmation militaire. Donc les 413 milliards d'euros que la France veut mettre dans les budgets militaires sur les 7 prochaines années. Alors sur les 413 milliards d'euros, il y en a les 2/3, c'est pour financer le complexe militaro-industriel français. Hein, c'est pour que la France produise et vende des armes à l'étranger, comme par exemple à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et à l'Égypte, et après on nous dira que tout ça c'est pour la démocratie.
Donc la politique de guerre, elle se manifeste aussi par le service national universel. Évidemment, dans la salle, on est tous contre cette horreur de service national universel. Le fait d'embrigader la jeunesse et de leur expliquer que la guerre, c'est quelque chose de nécessaire. D'ailleurs, tout le monde le dit sur les plateaux de télévision que la guerre est nécessaire et qu'il faut la faire. Nous, on dit le contraire, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas invité. Et donc, à cette guerre, cette politique de guerre, s'ajoute une guerre sociale, on l'avait dit aussi récemment à la fête de l'UMA. Donc la guerre sociale, c'est toutes les politiques répressives qu'on subit actuellement, où on nous explique que manifester pour la paix en Palestine, c'est du terrorisme. Alors je ne sais pas si vous avez compris, moi je n'ai pas compris pourquoi, il faudrait vraiment qu'on fasse œuvre de beaucoup plus de pédagogie. Alors je suis très très content de passer juste après Victoire, parce qu'on a déjà fait beaucoup d'activités, beaucoup d'actions ensemble, et j'espère qu'on continuera. Parce que Victoire a posé effectivement la question qui nous préoccupe le plus au mouvement de la paix, c'est la question de l'action. Le mouvement de la paix, ça ne sert qu'à l'action. C'est pour ça que nous, on aimerait mener plus d'actions en faveur de la paix avec plus de monde, y compris avec vous présents dans la salle, nos amis du PRCF et d'autres. Alors il y a des actions que je trouve formidables actuellement contre la guerre en Palestine, c'est les actions des Juifs américains pour la paix. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors je trouve ça formidable, des photos qui circulent sur internet où ils sont une centaine à manifester, à bloquer. La dernière fois ils ont bloqué la Statue de la Liberté, là où ils sont tous avec leurs t-shirts noirs, Juifs pour la paix, le monde vous regarde. Parce que les Juifs américains sont contre, il y a une grande partie des Juifs américains qui sont contre la guerre en Palestine. Donc ils ont manifesté une centaine de personnes, ils ont bloqué la Statue de la Liberté, ils ont bloqué comment on appelle ça, le hall du métro à New York, ils sont même intervenus dans le Capitole. Alors moi je trouve que ça serait formidable si on constituait un groupe de militants puis qu'on envahissait avec des t-shirts, peut-être pas Juifs pour la paix, mais avec des t-shirts non à la guerre et qu'on pouvait envahir le Panthéon tous ensemble à une centaine. Je trouve que ça serait une action intéressante, peut-être qu'on parlera un peu plus de nous. Alors il y a aussi des actions que je trouve vraiment très intéressantes. C'est des actions syndicales qui sont menées contre la guerre. J'avais participé il y a quelques mois à une réunion au niveau du Parlement européen, parce qu'il y a quelques députés européens qui s'opposent à la guerre, une députée de Die Linke qui s'appelle Özlem Demirel. Et donc elle avait invité les syndicalistes italiens, vous les connaissez bien, comme vous parliez de la FSM tout à l'heure, ils sont à la FSM. Donc des syndicalistes italiens qui ont bloqué le port de Gênes, où il devait y avoir des armes qui devaient partir pour l'Ukraine. Et donc ça, c'est des actions qui se multiplient dans un certain nombre de pays d'Europe. Les pays d'Europe où il y a des grosses manifestations anti-guerre, comme en Italie, comme en Allemagne. En Allemagne, les syndicalistes qui ont bloqué le port d'Hambourg. Là, il y avait des armes qui devaient partir pour la guerre. Ça, c'était pour la guerre en Ukraine. Et là, pour la guerre en Palestine, il y a même des actions dans des ports aux États-Unis. J'ai vu ça récemment. Et donc tout ça, c'est des actions, peut-être... il y a un camarade de la CGT de transport qui est là, c'est ça, voilà. Bon, peut-être que c'est des actions à soumettre à nos camarades syndicalistes dans les transports, de bloquer tout ce qui est convoi d'armement, les armes qu'on envoie en Ukraine, mais aussi des armes qu'on envoie en Palestine. Parce que vous savez certainement, je ne vous apprends rien, que le complexe militaro-industriel français travaille beaucoup avec cette entreprise israélienne qui s'appelle Elbit Systems. Et donc c'est une très grosse entreprise, 5 milliards de chiffre d'affaires, avec laquelle l'armée française a des gros contrats d'armement, des contrats technologiques. Et voilà, peut-être qu'on peut aussi dénoncer cette collaboration. Oui, c'est un terme un peu fort, mais c'est tellement vrai, cette collaboration avec l'armée israélienne. Alors, pour finir, je suis très heureux aussi d'avoir entendu le camarade de la jeunesse, le JRCF, qui nous parlait de la catastrophe écologique. Effectivement, c'est effectivement l'enjeu de notre temps, et c'est pour ça que toute cette industrie militaire, tout ce pognon de dingue, comme disait l'autre, qu'on met dans l'armée, dans les armes nucléaires, toutes ces choses qui ont une utilité nulle pour l'humanité, et bien toutes ces choses-là, on est pour les arrêter. C'est pour ça qu'on est plusieurs au mouvement de la paix à parler de la décroissance des industries militaires. Il y en a qui parlent de la décroissance en général, mais on parle de la décroissance des industries militaires, industries nuisibles, et puis des industries de sous-traitance, comme tout ce qui est agrochimie, qui en fait sont des industries qui sont issues d'industries militaires. Alors, je
vais finir comme victoire par une invitation, parce que j'ai fait les 10 minutes, je ne vais pas faire plus. Donc évidemment, on est pour mobiliser tout de suite pour des cessez-le-feu immédiats et des négociations, pour arrêter les guerres. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur un collectif au niveau de la région parisienne, auquel participe déjà une partie d'entre vous, le collectif Unis contre les guerres pour la paix, cessez-le-feu immédiat et négociations. On pense que c'est un mot d'ordre qui peut se retrouver dans un certain nombre d'organisations, de groupes militants. Alors j'ai déjà été invité pour... Bon, il y avait un peu plus de monde, mais c'est très bien ce meeting, je ne sais pas, une critique. Hein. Des meetings, alors j'avais fait le POI, le POID, je n'avais pas voulu faire de jaloux entre les deux. Et donc eux aussi sont sur cette base-là du cessez-le-feu immédiat. Voilà, il y a certainement possibilité de créer un grand front contre la guerre sur cette revendication-là, cessez-le-feu immédiat, arrêt des guerres. Même si je sais bien qu'historiquement, politiquement, il y a des grandes différences, peut-être qu'elles sont justifiées, je ne suis pas là pour en parler, je suis pour le mouvement de la paix, mais j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse faire de belles actions, peut-être d'aussi belles actions que ces Juifs pour la paix dont je vous ai parlé. Merci Pierre-Olivier, qui d'ailleurs a relevé 2 fils rouges dans son intervention, puisqu'il parlait plus que 2, mais notamment le désarmement et la paix. Et c'est pour ça que nous disons très clairement que si tu veux la paix et le désarmement, faut sortir de l'UE et faut quitter l'OTAN. Si tu veux la paix et le désarmement, faut sortir de l'UE et faut quitter l'OTAN. Si tu veux la paix et le désarmement, faut sortir de l'UE et faut quitter l'OTAN. Et il faut aller aussi dans le sens, effectivement, des initiatives qui ont été proposées, évoquées. Et merci beaucoup, Pierre-Olivier, pour ton intervention. Le combat pour la paix, donc, il a été dit, on est amené à aborder inévitablement le combat contre l'Union européenne, contre l'OTAN, contre toutes les institutions de l'impérialisme et les institutions capitalistes contre lesquelles se bat le pôle de renaissance communiste en France depuis presque maintenant 20 ans, puisque je rappelle qu'en janvier prochain, ce seront les 20 ans du PRCF. Et quoi de mieux que de donner la parole à l'un de ceux qui a permis justement la naissance et l'existence du pôle de renaissance communiste en France, à savoir Georges Gastaud, directeur d'Initiative communiste et représentant de la direction nationale du PRCF, à qui je cède tout de suite la parole pour ce combat dans lequel il est déjà engagé depuis très longtemps. Merci Fabien, merci camarades. Je suis d'abord ravi de constater les larges convergences qui s'expriment ce soir. Et je voudrais ici donc préciser un certain nombre de choses concernant les orientations du PRCF, en particulier concernant cette grande question de la paix mondiale, qui est aujourd'hui le centre de la problématique politique française et internationale. Il faut en effet constater que la situation actuelle est une situation extrêmement grave, explosive même, disons, car il suffit d'avoir sous les yeux une carte, essayez de vous représenter le planisphère, et vous allez voir qu'est en train de se créer ce que j'appelle un véritable rift géopolitique. Nous avons la guerre en Ukraine, qu'on appelle la guerre russo-ukrainienne, mais qui est en réalité, par population ukrainienne interposée, la guerre de l'OTAN contre la Russie. Vous avez un petit peu plus à l'est, effectivement, ce qui se passe dans le Caucase, et il ne faudrait pas l'oublier, c'est-à-dire également, dans la dernière période, la purge ethnique du Haut-Karabakh, à l'initiative, en réalité, de la Turquie, qui, comme vous le savez, est membre de l'OTAN. Nous avons un peu plus au sud, mais toujours à l'est, le Proche-Orient, avec la situation de Gaza, la situation des territoires occupés de façon plus générale. Et là-dessus, les camarades y ont déjà suffisamment insisté pour que, malgré le caractère horrible de ce qui s'y passe, je n'ai pas besoin d'y revenir longuement. Vous avez un peu plus loin encore ce qui se passe, qui risque de se passer à propos de l'Iran et de la Syrie, car déjà il y a des bombardements sur la Syrie, il y a déjà eu des actions d'Israël en direction de l'Iran, et quelle que soit l'opinion que nous avons du régime des mollahs, qui n'est pas évidemment une opinion excessivement enthousiaste comme vous le devinez, eh bien nous voyons bien qu'il y a ici aussi un jeu impérialiste qui se joue à l'égard de ce pays, tout simplement parce qu'il échappe à cet ordre euro-atlantique dont on parlait tout à l'heure. Si vous continuez le tour du monde que je suis en train de faire, eh bien vous arrivez à ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique, vous arrivez en particulier à Taïwan,
et vous arrivez à une situation extrêmement curieuse où les États-Unis et la Chine, qui s'étaient rapprochés à l'époque de Nixon et de Mao Tse-tung sur la base reconnue par les deux pays à l'époque, à savoir qu'il n'y a qu'une seule Chine, autrement dit que Taïwan fait partie de la République populaire chinoise, est totalement remis en cause unilatéralement par les États-Unis, ce qui effectivement risque de déstabiliser toute la situation de l'Indo-Pacifique. Un peu plus loin, c'est la mer de Chine, comme on dit, et très récemment, il y a eu des incidents graves entre la marine chinoise et la marine philippine, dont on sait qu'elle est totalement arrimée en réalité à la marine américaine, et que par conséquent, là aussi, des causes de guerre extrêmement profondes sont en train de s'allumer. Je terminerai ce tour, tout au moins de l'Asie, disons, avec la péninsule coréenne, où là aussi, à l'initiative de Washington, qui maintient ses troupes en Corée du Sud depuis maintenant des décennies et des décennies, ce qui est le principal facteur de guerre dans le coin, eh bien, la situation peut dégénérer à tout instant. Si vous y réfléchissez bien, vous avez là ce qu'on appelle un véritable rift, c'est-à-dire en réalité une faille mondiale qui parcourt le globe déjà et dont les différentes parties ne demandent qu'à faire jonction. Il peut se faire qu'un simple élément, qu'un simple déclencheur à tel ou tel endroit puisse solidifier, solidariser en quelque sorte tous ces fronts, et ce serait immédiatement le passage à la guerre mondiale. Je pense qu'il faut que nous mesurions tout cela, d'autant qu'en plus, il y a des fronts annexes, les fronts non pas secondaires mais seconds, si l'on peut dire, qui sont également allumés du côté de l'Amérique du Sud, avec le blocus de Cuba, il ne faut quand même pas l'oublier celui-là, avec ce qui se passe autour du Venezuela, avec les tentatives de putsch permanentes qui ont été organisées encore il n'y a pas si longtemps que ça contre Evo Morales et la Bolivie, et vous avez bien sûr en Afrique, effectivement, donc un prolongement en quelque sorte de ce front impérialiste mondial contre les peuples qui tentent de se libérer de la tutelle de l'impérialisme français et à travers lui de l'impérialisme euro-atlantique dont l'impérialisme français est de plus en plus une dépendance. Et donc nous voyons bien que tout ça, si ça prend feu au même instant, ça peut déchaîner sur le monde quelque chose d'une ampleur qu'on n'a jamais vue. Même les deux premières guerres mondiales, en comparaison, ne seront pas grand-chose du point de vue, disons, de l'avenir de l'humanité, parce que tout au moins, eh bien, en 1914 ou en 1939, il n'y avait pas encore la bombe atomique que, je vous le rappelle, les États-Unis ont été les premiers à utiliser en 1945. C'est là l'essence, l'acte de naissance de ce que nous appelons au PSF l'exterminisme, c'est-à-dire la capacité de l'humanité à s'autodétruire sous la conduite de l'impérialisme dominant, de l'impérialisme américain. Il faut donc bien avoir tout cela devant les yeux, et il faut aussi comprendre qu'à l'arrière-plan de tout cela, il y a également des politiques intérieures qui se mettent en place dans chaque pays, car Clausewitz disait que la guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens, mais ça marche aussi en sens inverse. Et il arrive aussi que les politiques à l'intérieur de chaque pays soient un prolongement de la guerre impérialiste dans ces pays, et ça s'appelle la fascisation. Ça s'appelle la guerre sociale, ça s'appelle la destruction de tous les acquis sociaux qui ont été mis en place, notamment à l'époque où, par exemple en France, les communistes faisaient près de 30% des voix à la sortie de la guerre, où les troupes soviétiques étaient à 1500 km à peu près de Paris, effectivement à l'issue de la victoire qu'elles avaient remportée pour notre liberté sur Adolf Hitler, et où nous avions donc obtenu la sécurité sociale, les nationalisations, les statuts de la fonction publique, les conventions collectives, j'en passe, et d'autres encore plus importantes. Donc, si vous voulez, tout cela, ça marche ensemble. La fascisation à l'intérieur de chaque pays et la marche à la guerre mondiale à l'échelle internationale sont les deux faces de la même politique. Je crois qu'il faut qu'on ait bien ça en vue, parce qu'à ce moment-là, on comprendra aussi que la politique intérieure et la politique étrangère sont étroitement liées, et on pourra aussi, comme l'a fait tout à l'heure Fadi en lançant le slogan, qui a été repris par nombre de gens dans les manifestations de ce printemps dernier, et qui avait été lancé originellement par le PRCF, vous en voyez trace sur nos affiches, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Ce n'est pas un slogan démagogique, c'est simplement la réalité objective des choses qui est ici posée, car la guerre sociale contre les travailleurs ne fait qu'un avec la guerre impérialiste contre les peuples. Cela étant, camarades, amis, citoyens, car j'ose espérer qu'ici, même s'il y a beaucoup de communistes, il n'y a pas que des communistes, il faut atteindre beaucoup plus largement que nos rangs pour arriver à convaincre, à attirer le peuple, à l'entraîner vers la défense de ses propres droits. Eh bien, la question qui nous est posée est effectivement comment s'y opposer.
La problématique, c'est pas simplement, bien sûr, de constater tout cela et de se lamenter. C'est de reprendre la phrase bien connue qu'aimait beaucoup Gramsci, à savoir « pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté ». Il faut donc ici saisir ce qui ne va pas pour pouvoir aussi le combattre de la façon la plus déterminée possible. Alors ici, la première des choses que je voudrais dire, et vous l'avez déjà souligné les uns et les autres de différentes façons, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi, c'est qu'il faut avoir vraiment conscience de ce qu'est à notre époque l'ennemi principal. Ce n'est pas si facile d'y voir clair toujours, parce que dans le temps, dans ce pays, il y avait un grand parti communiste qui faisait le boulot, en quelque sorte, qui jouait son rôle d'avant-garde et qui indiquait effectivement où était le front des luttes, le front du progrès social, et à partir de là, c'était facile de s'y retrouver. Aujourd'hui, alors qu'effectivement la direction du Parti communiste français ne brille pas par sa capacité à aller contre le courant, et je sais d'un euphémisme quand je dis cela, effectivement c'est plus compliqué de s'y retrouver. Et pourtant, nous devrions tous être capables de nous souvenir que dans tout conflit, et notamment quand il s'agit de politique à l'échelle mondiale, de ce qu'on appelle la géopolitique, il faut savoir où est la contradiction principale. Où est la contradiction principale? Où sont les contradictions, non pas secondaires, il n'y en a jamais, mais secondes, en quelque sorte, pour bien faire converger toutes les forces contre l'ennemi principal, effectivement. Et ici, même s'il y a des contradictions de toutes sortes dans le monde entier, et bien évidemment, nous sommes du côté de ces malheureuses femmes iraniennes qui subissent le régime des mollahs, il n'empêche quand même que la question majeure, nous l'avons dit et répété à l'échelle de l'humanité, une question anthropologique, camarades, puisqu'il se joue rien moins que l'existence de l'humanité, peut-être même celle du vivant sur Terre. Donc, effectivement, cette grande question, c'est quand même fondamentalement la question de la guerre et de la paix, c'est quand même fondamentalement la question de la lutte contre l'impérialisme, de la lutte contre les fauteurs de guerre impérialiste. Et ici, qu'est-ce que vous retrouvez? Qui retrouvez-vous à chaque fois? Quand vous allez regarder du côté de l'Ukraine, quand vous allez regarder du côté du Caucase, quand vous allez regarder du côté du Proche-Orient, quand vous allez regarder du côté de l'Indo-Pacifique, de la mer de Chine, de la Corée, de Cuba, de l'Afrique et ainsi de suite. À chaque fois, vous retrouvez ce que tout à l'heure nous avons appelé l'impérialisme euro-atlantique. C'est lui le fauteur principal de guerre au niveau mondial. Pourquoi? Ça, nous allons y revenir. Mais d'abord, il faut au moins constater cela. Et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, constatant qu'il y a effectivement des régimes qui ne nous plaisent guère, en Russie peut-être, et encore moins en Iran ou ailleurs, en tirent profit pour envoyer tout le monde dos à dos, pour ne pas prendre position, voire, ce qui est encore plus criminel, pour suivre nos propres dirigeants euro-impérialistes dans leur croisade à l'échelle mondiale, cela manque très gravement à leur devoir internationaliste, à leur devoir pacifiste. Ils sèment la confusion au sein du peuple et il faut absolument les condamner car il faut avoir conscience que cet opportunisme, ce révisionnisme, ce social-impérialisme, comme disait Lénine, c'est-à-dire socialisme en parole, impérialisme en pratique, est aussi un ennemi redoutable. Il n'y a pas seulement l'ennemi déclaré, l'ennemi qui est en face, il y a aussi l'ennemi dans nos propres rangs, et il y a aussi un ennemi dans nos propres rangs que l'on voit aussi chez nous, ici, et même dans cette salle, lorsque des gens qui se disent socialistes essayent effectivement de faire taire joliment. Donc, camarades, voyons clair surtout sur ce que j'appellerais le fil noir de l'agression. Le fil noir de l'agression au niveau du monde entier, qui passe effectivement donc par principalement l'impérialisme des États-Unis, l'impérialisme états-unien, je ne dis pas l'impérialisme américain, parce que ce serait très injuste pour la majorité des Américains qui ne sont pas états-uniens, et parce que aussi tous les États-Uniens ne sont évidemment pas des impérialistes. Mais bien sûr aussi leurs vassaux, ceux de l'Union européenne, ceux de la France, doublement asservis, a servi à l'Union européenne centrée sur Berlin, centrée sur Ursula von der Leyen et ainsi de suite, et également piloté à travers les États-Unis de mille façons, comme on le voit tous les jours. Il y a aussi, bien entendu, et il faut y être attentif, puisque nous sommes là, et pour creuser un petit peu les problèmes, il y a aussi cette espèce de revanche sur la Deuxième Guerre mondiale à laquelle nous sommes en train d'assister. Avec les néo-nazis, donc, qui sont actuellement devenus les principaux alliés de l'OTAN, de l'Union européenne en Ukraine, avec
également tout ce qui se passe dans les pays baltes, où l'on voit dans les rues défiler les Waffen-SS, ou les gens plus exactement qui célèbrent le souvenir des Waffen-SS baltes, alors même que les partis communistes sont interdits dans ces anciennes républiques soviétiques. Rendez-vous compte de ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans ce recyclage extraordinaire, dans ce recyclage infernal des fascistes qui va de pair avec la criminalisation des communistes, avec la criminalisation de l'Union soviétique, avec la criminalisation d'un pays dont le général de Gaulle, quand il s'est déplacé en 1944, a déclaré que c'est la Russie soviétique, je reprends ces mots, c'est la Russie soviétique qui a joué le rôle principal dans notre libération. Qui le croirait aujourd'hui quand on regarde toutes ces émissions qui ne font que vomir sur l'Union soviétique, que vomir sur le passé? Et tout à l'heure, Fadi a parlé du 11 novembre. Le 11 novembre, il est proche d'une autre date, le 7 novembre, date importante évidemment, date capitale pour tous les communistes, celle de la révolution d'octobre. Et aujourd'hui, tout le monde le voit bien. Qu'est-ce qui se passe à ce sujet, sinon le constat que le bilan globalement négatif, ce n'est pas celui du socialisme, camarades et amis. Le bilan globalement négatif, c'est celui de la destruction du socialisme. C'est celui de la contre-révolution dans les pays qui ont été sous la révolution, sous le pilotage du socialisme pendant un certain nombre d'années. Nous voyons bien qu'effectivement, personne ne prétend qu'évidemment tout était parfait à l'Union soviétique. Il y avait certainement des contradictions irrésolues, sinon elle n'aurait pas pu être dévastée et détruite comme elle l'a été. Mais pour autant, c'était un rempart. C'était un rempart mondial pour les peuples, c'était un rempart mondial pour la paix. Et aujourd'hui que ce rempart, que cette digue a été détruite du dehors par l'impérialisme, du dedans par la trahison, du dedans par la trahison de Gorbatchev, d'Eltsine et de tous ces gens-là qu'il faut tout de même nommer et honnir, effectivement, eh bien nous voyons tout ce qui tombe sur la tête des peuples à tous les niveaux, y compris dans notre pays, avec la destruction de tous les acquis sociaux de 1945. Je crois, camarades, donc, qu'il est important de bien voir ça et de saisir qu'effectivement, il y a bien sûr des contradictions secondaires, mais elles ne doivent pas être un prétexte à oublier la contradiction principale. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, nous communistes, et communistes du PRCF tout particulièrement, effectivement, eh bien, nous sommes du côté des communistes russes, en Russie. Nos camarades, ce sont les communistes russes, bien évidemment, qui il y a quelques jours étaient sur la place rouge pour honorer Lénine, alors que Poutine a déjà tenté plusieurs fois de faire détruire le mausolée de Lénine. Nous sommes du côté de ces camarades-là. Mais ça ne nous empêche absolument pas, bien sûr, de constater qu'entre la Russie, la Fédération de Russie, et le capitalisme hégémonique américain, eh bien, il n'y a pas possibilité de faire du nini, c'est-à-dire de renvoyer dos à dos, comme si c'était exactement la même responsabilité des deux côtés. Pas plus qu'il n'y a de quoi faire du nini avec ce qui se passe actuellement à Gaza. Bien évidemment, nous sommes les premiers à combattre à tout instant l'antisémitisme, faut-il le dire. Le président du PRCF, Léon Landini, qui vous salue d'ailleurs aujourd'hui, a combattu dans les rangs des FTP-MOI, à côté de nombreux juifs venus de Pologne et ainsi de suite, qui se sont engagés dans les rangs de ces organisations montées, dirigées même, directement par le Parti communiste français clandestin à l'époque. Et donc nous n'avons aucune leçon à recevoir en matière de lutte contre l'antisémitisme. Pour autant, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de gens qui se servent de cette notion d'antisémitisme s'en servent uniquement, comme vous le voyez tous, en réalité, non pas pour combattre l'antisémitisme, mais tout au contraire, pour recycler les pires antisémites du pays, pour recycler les Zemmour. Zemmour, qui est le premier qui a même été condamné pour avoir disculpé le régime pétainiste. Zemmour, alors qui est censé manifester pour la République actuellement, alors qu'il est entré en campagne présidentielle, je vous le rappelle, en criant « Vive la République » et surtout « Vive la France » et surtout « Vive la France ». Si ce n'est pas un message subliminal qui veut dire qu'il n'est pas républicain et qu'en réalité il veut rétablir la royauté en France, et tout le monde le sait, qu'est-ce que c'est donc d'autre que cela? Ne parlons pas de Marine Le Pen, de toute la tribu Le Pen, qui a joué le plus grand rôle dans ce pays pour recycler l'antisémitisme depuis les années 70, en quelque sorte. Rappelez-vous les jeux de mots foireux de Le Pen sur Durafour crématoire. Rappelez-vous le jeu de mots foireux de Le Pen, ou plus exactement sa blague sordide sur les chambres, les camps de concentration, les camps de la mort, comme point de détail de la Deuxième Guerre mondiale, en quelque sorte. Qui a fait pire qu'eux en matière de cela? Et c'est eux qu'aujourd'hui on essaye de dédiaboliser, Macron étant le premier
à vouloir dédiaboliser effectivement tout cet arc euro-atlantique, tout cet arc anti-palestinien, tout cet arc qui vise aussi à criminaliser toute une partie de la population vivante en France, en particulier nos compatriotes musulmans. Il faut aussi se rendre compte que prendre position sur ces contradictions, entre guillemets, secondes, non pas secondaires, du front mondial que je décris tout à l'heure, ne doit en rien nous empêcher de voir ce front principal, donc je ne cessais de décrire tout à l'heure. Car aujourd'hui, le capitalisme n'est pas seulement cet impérialisme que décrivait Lénine au début du siècle, c'est toujours le stade, nous sommes toujours sous le stade suprême du capitalisme décrit par Lénine, mais il prend la forme encore plus aiguë de ce qu'on appelle l'hégémonisme. Notre camarade Annie Lacroix, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui vous salue, a écrit un livre tout récent que je vous recommande sur le plan Marshall, dans lequel elle montre comment l'impérialisme américain, ou plutôt états-unien, est devenu cet hégémonisme. C'est-à-dire comment, dès le début du siècle, il a déjà tenté d'en finir avec la politique impérialiste traditionnelle de la répartition entre sphères d'influence. Il fut un temps où, effectivement, eh bien, les impérialistes se battaient, mais pour finir, ils se répartissaient les sphères d'influence. Il n'y a plus aucune répartition. Et aujourd'hui, eh bien, l'hégémonisme américain veut tout, y compris, comme vous le voyez bien, en menant une guerre indirecte contre le concurrent européen, contre le concurrent allemand spécialement, puisque la guerre qui est menée actuellement contre la Russie par l'intermédiaire de l'OTAN et en profitant largement des subsides européens, qu'on prend dans vos poches, effectivement, eh bien cette guerre, tout simplement, elle est aussi un moyen de torpiller le concurrent allemand. Comment ne pas le voir? C'est aussi une guerre à l'intérieur du camp impérialiste, en quelque sorte, une guerre larvée, en quelque sorte à l'intérieur, une guerre inter-impérialiste, comme on disait auparavant. Elle prend des formes tout à fait étranges, tout à fait indirectes, puisqu'évidemment on cible un adversaire extérieur, mais pour autant, il ne faut pas perdre de vue ces contradictions secondaires qui pourraient devenir importantes un jour ou l'autre. C'est extrêmement important, effectivement. Alors ici, il faut saisir que nous sommes devant quelque chose aussi qu'il faut bien saisir, à savoir l'importance de la France macroniste dans ce dispositif. Sinon, nous ne pourrions effectivement que mettre en perspective, en quelque sorte, l'impérialisme américain en oubliant notre propre impérialisme. Et bien sûr, nous, communistes, nous sommes tenus par le mot d'ordre, l'ennemi principal est dans ton propre pays. Mais justement, l'ennemi principal n'est pas seulement dans notre propre pays, il faut aussi combattre l'impérialisme macroniste tel qu'il s'exprime aujourd'hui, parce qu'il est l'ennemi principal de notre propre pays. De notre propre pays, c'est-à-dire que tout en détruisant la paix, tout en détruisant la démocratie, eh bien il détruit tous les acquis que nos travailleurs, que les citoyens avaient obtenus en France depuis la Révolution française. Je crois que c'est très important de saisir. Alors tout cela, évidemment, les camarades l'ont dit auparavant, cela a des causes. Oui, cela a des causes. Oui. Cela a des causes, mais il faut bien les saisir. Ce sont celles qui ont été décrites par les camarades tout à l'heure à travers leurs diverses interventions. La crise du capitalisme, la crise du suprémacisme américain, l'hégémonisme américain, et le fait que, spontanément et fondamentalement, arrive à l'échelle mondiale ce que j'appelle une grande explication entre le suprémacisme euro-atlantique et l'ensemble des peuples. Sinon, on se désespère. Sinon, on se tire une balle dans la tête. Sinon, on dit aïe aïe aïe, hein, la guerre gagne de tous les côtés, la fascisation gagne de tous les côtés. Il faut voir que derrière tout cela, il y a en réalité la trouille, la peur de l'hégémonie capitaliste et de l'hégémonisme américain devant la montée en puissance des peuples. Les BRICS, ce n'est pas simplement les 5 pays dont on vous a parlé tout à l'heure. Les BRICS, à travers eux, il y a aussi de puissantes forces rouges qui sont derrière elles. Rappelez-vous que la Russie, même si elle est aujourd'hui sous un pouvoir contre-révolutionnaire, reste fondamentalement le pays de Lénine, le pays des plans quinquennaux, le pays de Stalingrad. Rappelez-vous que la Chine, eh bien, malgré un certain nombre de politiques qu'on peut peut-être apprécier diversement selon des discussions qu'il n'y a pas lieu d'y avoir ici, effectivement, reste le pays de 1949, de la Grande Révolution dirigée par Mao. Que l'Afrique du Sud, c'est aussi le pays de Chryssani, un des dirigeants communistes de l'Afrique du Sud, de Mandela, qui a commencé sa carrière politique en tant que militant communiste. Et on pourrait continuer, c'est la même chose pour le Brésil et pour l'Inde, camarades, où en 2022, il y a eu, pour ceux qui voudraient désespérer, les plus grandes grèves de toute l'histoire de l'humanité, avec des centaines de millions de travailleurs, ouvriers et paysans, dirigés par les partis communistes indiens,
défilant derrière la faucille et le marteau et le drapeau rouge, et qui ont réussi à bloquer Delhi et à faire reculer Narendra Modi. Je crois que c'est extrêmement important de voir cela. Alors, les conditions. À partir de là, effectivement, il faut bien voir quels sont les leviers qui sont à notre disposition pour combattre tout cela. Ces leviers, c'est d'abord effectivement le fait de devoir s'appuyer sur une majorité des peuples de cette planète qui ne veulent plus de la domination euro-atlantique. Aujourd'hui, nous sommes, nous, à l'Europe, et par conséquent, nous voyons les choses du mauvais bout de la lorgnette, si l'on peut dire. Mais dans le monde entier, ce qui se passe, c'est une vaste rébellion contre l'ordre euro-atlantique. C'est le premier élément, ne le perdons pas de vue, c'est un élément porteur d'espoir. La deuxième chose, c'est ce qu'a signalé tout à l'heure notre camarade de la JRC Baptiste, c'est-à-dire que la majorité de la population mondiale est jeune. La majorité de la population mondiale ne veut pas de l'exterminisme capitalisme. Elle veut vivre une vie normale, elle veut vivre une vie épanouissante. Et pour cela, elle a besoin du communisme qui, comme l'a dit Fadi, reste plus que jamais, ce n'est plus une métaphore, ça devient une réalité politique, la jeunesse du monde. Il faut voir aussi, et je pense insister sur ce point, qu'effectivement nous avons à mettre en place un outil déterminant, décisif, qui est le mouvement communiste international. Le mouvement communiste international, effectivement, aujourd'hui, est dans un état difficile, disons, pour le moins, et c'est un outil absolument nécessaire. Il ne faut pas confondre cela avec la reconstruction du front anti-impérialiste mondial. Ce sont des choses différentes. Si l'on voulait tout ramasser à l'intérieur du mouvement communiste international, eh bien on exclurait de la lutte anti-impérialiste des parties entières de ce mouvement qui ne sont pas communistes. Et inversement, si on voulait faire entrer les communistes, les diluer dans le front anti-impérialiste mondial, on priverait ce front anti-impérialiste de sa force la plus convaincante, la plus décisive, c'est-à-dire celle qui représente le prolétariat. Après, il y a bien entendu la question de la France, et je finis là-dessus, si vous voulez, puisque c'est une question qui nous intéresse aussi très directement. Et cette question la plus directe, c'est évidemment la construction de quelque chose que j'appellerais à deux étages. D'une part, l'unité des communistes. Elle est matérialisée aujourd'hui à cette tribune, elle doit aller plus loin, et nous sommes prêts, sur ce plan-là, PRCF, à aller tout de suite, très loin, tout de suite, sur toute une série de fronts, parce que là, il faut arrêter d'en parler, il faut arrêter de dire qu'il faut faire, il faut arrêter de dire qu'il faut faire, qu'il faut faire, qu'il faut faire, et il faut faire. En réalité, dès maintenant, camarades, pourquoi est-ce qu'ensemble nous ne ferions pas un tract sur le thème « L'argent pour les salaires, pas pour la guerre ». Dès maintenant, pourquoi on ne pourrait pas faire, par exemple, un tract par mois, quelque chose comme ça, avec une affiche, si on a les moyens, si on a les sous, par exemple sur l'abrogation de toutes les contre-réformes d'origine maastrichtienne, sur la Sécu, sur l'hôpital, sur l'éducation nationale, sur la SNCF, sur l'EDF, j'en passe, il y a une quantité de choses à dire en accusant l'Union européenne qui est à la base de tout ça, et Macron qui suit derrière comme un toutou. Contre la circulaire Dupond-Moretti, qui actuellement criminalise toute l'expression des anti-impérialistes dans le monde entier. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas, dans toutes les villes de France, là où nous sommes organisés, devant des stèles de résistants juifs ou non juifs, devant des stèles rappelant le combat d'Émile Zola, par exemple, contre Dreyfus, puisqu'ils veulent nous prendre sur ce terrain-là, on peut les prendre sur ce terrain-là aussi, sur la nécessité d'une démission de Dupond-Moretti, qui est actuellement traduit devant la haute cour de la République, alors qu'il est censé être ministre de la Justice. Nous disons aussi qu'il faut se réunir contre le blocus de Cuba. Ça aussi, on peut le faire tout de suite. Pas besoin de palabrer pendant des heures. Pas besoin de longs accords. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Victoire, sur des questions théoriques pour dire qu'on est pour la levée inconditionnelle du blocus de Cuba. Pareil sur l'escalade en Ukraine. Eh bien, nous sommes tous capables d'écrire un tract contre l'escalade en Ukraine pour la fin de toute livraison d'armes françaises à l'Ukraine. Nous sommes aussi capables de tous faire un tract pour la sortie immédiatement de la France de l'OTAN. Il me semble aussi, et je vais terminer sur ces 3 points, qu'il faut que nous fassions rapidement un tract commun sur la tentative de bloquer le Niger actuellement, puisque Macron a organisé le blocus du Niger et que la population nigérienne est en train de subir gravement cette contre-attaque. Et pareil aussi, pourquoi pas, une grande campagne, très clairement, si on a compris ce que c'était que l'Union européenne et qu'elle n'est qu'un appendice de l'OTAN, pour la sortie
de l'Union européenne pour le Frexit progressiste. Il faut y aller franchement. L'Union européenne, c'est aujourd'hui le lieu dans lequel se concentrent toutes les attaques à la fois contre les pays, contre l'Est de l'Europe, mais aussi contre le peuple français. Et enfin, bien sûr, pour l'environnement, il faut défendre avec la jeunesse tout entière l'avenir de l'humanité en combattant le tout profit. Chers camarades, je conclurai donc en disant il n'y a pas lieu d'être pessimiste. Bien sûr, la situation est grave. Bien sûr, la situation est terrible. Mais d'abord, si nous sommes l'avant-garde, nous n'avons pas peur de tout cela. C'est justement parce que les situations sont comme celle-là qu'on a besoin d'une avant-garde et qu'il faut la reconstruire. C'est pas pour rien aussi qu'il faut reconstruire un front anti-impérialiste mondial, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, nous devons tous comprendre l'actualité de ce qui résume en fait notre combat à l'échelle mondiale et qui est un slogan remarquable qui était celui de Fidel Castro, à savoir qu'à notre époque où le capitalisme détruit l'humanité, détruit la terre, détruit tout l'avenir et toutes les espérances de la jeunesse, eh bien, il n'y a plus que le choix entre le socialisme ou la mort. Et donc il faut combattre cette mort exterministe de l'humanité qui procède du capitalisme en promouvant le socialisme sur la terre d'une façon ou d'une autre. Je termine donc par le grand slogan qui me semble plus actuel que jamais, qui était celui de l'internationale communiste. Internationale communiste qui nous manque, internationale communiste qu'il nous faudrait, internationale communiste qu'un jour ou l'autre nous reconstruirons sans l'opposer à la nécessité d'une plateforme anti-impérialiste mondiale. Et ce slogan, c'était le slogan de Lénine, il est toujours plus vrai que jamais, c'est « Prolétaires de tous les pays, peuples opprimés du monde entier, unissez-vous !» Ben, je crois que ça permet, tout en remerciant Georges pour son intervention et en remerciant tous les camarades qui étaient présents cet après-midi à la tribune, puisque tu m'en donnes la possibilité. Ben oui, effectivement, la question de l'international, elle est plus que jamais urgente et il est important aujourd'hui, tout en vous remerciant vous aussi d'avoir été présents pour ce meeting, en remerciant de nouveau Joli Môme pour l'accueil qui nous a été accordé. Et je signale d'ailleurs qu'à propos de l'international, Joli Môme avait notamment réalisé ce spectacle 14-19. Elle est toujours là, l'international. Eh bien oui, nous sommes là pour dire qu'elle est plus que jamais là. Et je vous invite donc à entonner, tout simplement pour terminer, cette internationale. Debout les lames de terre, debout les forçats de la faim. La raison donne son cratère, l'éruption de la fin, du passé faisons table rase, foule esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Et peut-être aussi, étant donné la montée du fascisme, de la fascisation dans le monde, je vous invite à chanter avec moi et à m'aider, parce que je ne connais peut-être pas bien tous les couplets, le chant des partisans. Ami, entends-tu le vol doux du corbeau sur la plaine? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Demain, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades.
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Vous oubliez les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh ouais, saboteurs, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui forçons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine nous tous et la mort qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Oh, 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 oh. Merci beaucoup les camarades. Et plus que jamais, union, action, reconstruction. Le socialisme ou la mort, nous vaincrons.